That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley sur les 104.5. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment bonjour, tu vas? Ça va très bien. Grosse voix là le matin, tu viens déjà nous saturer les micros. Ça va Quoi très de neuf? bien. Alors ce matin, nous avons un invité. Oui. Et évidemment, Monsieur Fridolin Vermessa, qui est secrétaire général du Sénat, le syndicat de l'éducation nationale, et président de l'USAP, l'USAP, donc qui est une confédération de l'administration publique, parapublique et privée. D'accord, Monsieur Vermessa, bonjour. Bonjour. Bonne heureuse année en 2020. Merci. J'espère que cette année, le combat va continuer, qu'il y aura quand même des résultats qui vont tomber. Oui, comme un syndicaliste ou un travailleur doit toujours être optimiste, avoir l'espoir d'une vie meilleure, même si les partenaires en face ne sont pas toujours prompts à répondre à nos demandes, mais nous gardons toujours espoir qu'un jour le travailleur vivra normalement de son travail. En restant dans le monde des vœux, vous avez eu un discours un peu très dur lors de la présentation des vœux au chef de l'État. Un discours très concret. Oui, il était... Vous avez dépassé le temps accordé à tout le monde de 3 minutes. Vous avez fait 7 minutes. Oui, parce que je me Les disais... syndicalistes, vous ne respectez jamais le temps. Non, je me disais que devant le chef d'État, personne ne peut m'arrêter. Donc, et j'avais des choses à dire au président. Et vraiment, j'ai pris le temps de le lui dire parce que les syndicalistes n'ont pas toujours le temps ou l'occasion de rencontrer le chef de l'État. Et le moment des vœux, effectivement, est un moment pour les travailleurs d'ouvrir leur cœur au président afin de lui dire, effectivement, de lui faire la réalité du terrain. Parce que ses collaborateurs ne lui rendent pas fidèlement compte de ce qui se passe, de ce que les travailleurs vivent dans les entreprises, dans les administrations. Donc, il était pour nous question de lui dire exactement ce qui se passe en réalité, parce que nous avons pointé certaines situations comme la situation vécue par nos camarades de l'âme, la situation actuellement du Code du travail, voyez, parce qu'aujourd'hui, le Code du travail a été modifié unilatéralement par le gouvernement. Même les propositions que nous avons eu à faire n'ont pas été prises en compte. Donc, on veut, par ce fait, précariser de plus en plus le travailleur. Et ce sont des choses qu'on a voulu dire au président et nous l'avons dit, heureusement. Alors, le monde du travail, sinon les travailleurs dans leur globalité aujourd'hui, quand on fait la carte de la situation, on se rend compte qu'il y a des foyers de tension entre les employeurs et les employés, le gouvernement et les partenaires sociaux. Qu'est-ce qui justifie cet état d'esprit actuellement? Bon, actuellement, il y a d'abord le contexte de crise économique, le contexte de crise politique et le contexte de crise sociale. Donc, le Gabon vit des moments de crise fort multisectoriels. Bon, aujourd'hui également, il y a des faits qui font en sorte que les travailleurs s'insurgent contre l'État et contre les employeurs. De un, les travailleurs subissent depuis 2017, depuis 2015 même, les effets des mesures dites d'austérité imposées unilatéralement par le gouvernement. Vous savez que dans le monde entier, lorsque le gouvernement a des difficultés, il s'adresse aux partenaires pour leur faire part de cette difficulté et des mesures qu'il compte prendre afin d'endiguer la crise. Le gouvernement ne l'a pas fait. Le gouvernement, un beau matin, lors d'un conseil ministre, a décidé unilatéralement de geler la carrière des agents, de ne plus payer les rappels, de ne plus recruter, toutes choses qui précarisent un peu plus, effectivement, les travailleurs que nous sommes. Et dans le secteur privé, le gouvernement a décidé également de toiletter le Code du travail de 2014 afin d'y apporter des améliorations. Mais on constate qu'ils nous ont envoyé le document, que nous avons amendé, mais on se rend compte que lors de la rencontre tripartite entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, les modifications et les observations formulées par les travailleurs n'ont pas été prises en compte. Qu'est-ce qui est réellement querellé dans ce Code du travail qui d'ailleurs fait l'objet aujourd'hui d'une annonce de préavis de grève de la part je prends par exemple un cas, je prends un cas pratique. On dit aujourd'hui qu'un employeur peut licencier un travailleur sans l'accord, pour motif économique, sans l'accord de l'inspecteur du travail. Ce qui n'était pas de mise, parce que lorsque vous voulez licencier votre travailleur pour motif économique, vous devez on doit faire l'expertise pour se rendre compte qu'effectivement votre entreprise est en difficulté. Vous ne pouvez plus continuer à payer votre personnel. Par conséquent, on vous autorise soit à décider des congés techniques ou de licencier une partie de votre personnel, vous permettre de survivre, de conserver une partie d'employés. Donc aujourd'hui,
ce verrou a été enlevé. Plus, même pire même, il a dit que l'employeur n'est pas obligé d'indemniser le travailleur. Non. Ah ben si. Ah, sérieux, ça? Alors que là, c'est précariser un peu plus les travailleurs. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas avoir travaillé dans une entreprise pendant 30 ans et lorsqu'on vous licencie pour motif économique, par exemple le cas de Sokoba, le cas de, Rougier, on vous dit, vous partez, Tout on ne peut pas vous simplement payer. les grandes surfaces. Les grandes surfaces, on vous dit, vous partez, on ne peut pas vous dénoncer parce qu'on n'a pas d'argent. C'est pas possible. Alors que le cas, on payait effectivement les droits du travailleur lorsqu'il était licencié pour motif économique. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous signez un contrat avec votre employeur, pendant que le contrat court, votre employeur peut vous dire, oh, arrêtons, je pense que cette clause-là ne me plaît pas, on va la revoir. Alors qu'il était interdit de revoir un contrat lorsque celui-ci court. Parce que vous allez d'abord au terme de votre contrat et on peut le renégocier après. Ouais. Donc aujourd'hui, il est proposé à ce que l'employeur, votre employeur, puisse arrêter un contrat en cours d'exécution pour modifier certaines clauses qui ne l'arrangent pas. Vous voyez? Donc ce sont des aberrations comme ça qu'on ne peut pas tolérer, qu'on ne peut pas. C'est un peu plus précariser le travailleur et même au niveau du quota des travailleurs expatriés. Aujourd'hui, un travailleur expatrié qui a, par exemple, une femme gabonaise n'a plus droit à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Alors il était dit dans l'ancien code que lorsque vous voulez faire venir des contrats des travailleurs étrangers, il faut avoir l'accord du ministère du Travail et voir si dans ce domaine, il n'y a pas de Gabonais. Et même si vous voulez entrer, il faut savoir que vous devez avoir l'autorisation préalable, effectivement, de toute l'administration gabonaise. Est-ce qu'il y a au moins eu une justification de la part du gouvernement, notamment du ministre du Travail, qui est Mme Madeleine Bain, qui est aussi ministre de la fonction publique, sur les motivations qui ont conduit à ce toilettage? Voilà, à ce toilettage. Moi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on veut faire la part belle aux... Vous savez que nous avons au Gabon la zone économique d'Angkok, qui a plusieurs personnalités qui arrivent, en fait, plusieurs pays qui sont représentés à l'intérieur de la zone. Donc, ce sont ces personnes-là qui veulent, importer leurs pratiques, les pratiques de leur pays, notamment les Chinois, notamment les Indiens, notamment les Malaisiens, qui effectivement n'ont pas la culture de retraite. Parce qu'on sait qu'au Gabon, un travailleur doit pouvoir constituer une épargne qui va lui permettre de survivre après ses activités. Donc, or, aujourd'hui, dans ces pays-là, il n'y a pas le système de retraite, il n'y a pas le système de cotisation sociale. Alors qu'au Gabon, le Gabon est un État qui a mis beaucoup d'accent sur la protection du travailleur et la préservation de ses conditions de vie et de travail. Monsieur Fridolin, vous ne pensez pas que c'est quand même assez, je cherche le mot pour pas dire grave, mais assez... Préoccupant? Non, mais disons que c'est comme un film en fait, c'est comme un conte de fées que de penser que les investisseurs de la zone d'Angkok aient le pouvoir d'influencer le code du travail gabonais, parce que qu'ils influencent les pratiques dans leur zone, on comprend. Oui. Mais monsieur Fridolin, le code du travail, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu tiré par les cheveux? Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Pas du tout, mais c'est la réalité. Influence les décideurs. Mais c'est la réalité parce qu'il se constitue en lobby. Il se constitue en lobby puisque Madame le ministre elle-même, elle est du patronat, elle est patron. Donc elle veut faire parce que moi j'étais lors des vœux dans ce cas, vous ne pouvez pas. Si elle est juge et partie, ça sous-entend que ce n'est pas forcément du fait des ceux exploitants de la zone économique spéciale d'Angkok. Il ne faut pas oublier que maintenant le ministre, avant de devenir ministre, elle est patron d'entreprise. Donc, et même le jour des vœux, j'étais assis avec le président du patronat. Donc, Monsieur Bouma, avec qui j'ai discuté, il m'a dit, président, vaut mieux des emplois précaires que d'emplois pas du tout. Je lui ai dit, c'est pas possible. Au Gabon, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Un Gabonais, nous, on vous dit ceci. Il vous l'a dit? Oui, il me l'a dit. Il était assis à côté de moi. À la présidence de la République. À la présidence de la République. Donc, on est en train d'échanger sur les heures, sur ce qu'on va dire, parce qu'on se passait un peu le discours quand vous avez dit pour le travail et quand vous avez dit pour le travail. Parce que lui et nous devons converger dans le même sens. Mais on avait des positions divergentes vis-à-vis du Code du travail, justement. Bon, il me proposait d'enlever une partie sur le Code du travail, lui aussi il l'enlevait. Je dis non, il faut tout dire. Vous dites ce que vous voulez dire au président, mais moi je vais dire ce que je vais dire au président. Et je l'ai fait. Donc je dis aujourd'hui que nous on dit à la CPG, nous on dit au gouvernement,
nous on ne peut pas, on ne veut pas des emplois précaires. Nous voulons peu d'emplois, mais des emplois sécurisés. Nous voulons que le gouvernement travaille afin que tous les Gabonais puissent avoir un emploi sécurisé. Pas un emploi précaire. Parce qu'à Hollande, par exemple, dans la zone en coque, mais les gens travaillent sans code du travail, sans contrat de travail. Monsieur Mvemesa, il y a quand même un détachement de l'administration du travail là-bas. Oui, mais ils ne font pas le travail. Je le dis. Et on le leur dit. Ils ne font rien. Ils se laissent influencer par les patrons des sociétés qui sont là-bas. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, quand vous allez là-bas, vous voyez dans les sociétés chinoises, malaisiennes et indiennes, mais les travailleurs travaillent sans casque, sans masque, ceux qui manipulent le bois. Monsieur Mvemesa, vous ne vous basez pas sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, au-delà de la réalité. Nous avons été, à la zone économique, il y a plus d'une cinquantaine, monsieur Vemessa, à la zone économique, il y a plus d'une cinquantaine d'entreprises. Dans lesquelles nous avons des militants, les sociétés de bois, les sociétés qui transportent la ferraille en fer à béton. Donc nous y avons été. Je vous dis, vous pouvez aller de manière subtile, de manière, faire un coup de poing. Allez-y voir, vous êtes des journalistes. Allez-y un peu dans un camp, faire une visite. Vous allez voir que dans ce site-là, vous allez voir les gens qui travaillent sans des masques, sans chaussures de sécurité. Et ils ont des blessures tout le temps. On les reçoit. Lorsqu'on veut rentrer, on les reçoit hors de la zone encore, dans les espaces environnants. Ok. Alors aujourd'hui, le gouvernement a également fait quand même une main tendue aux syndicalistes, notamment en organisant le forum de la fonction publique. Oui. Vos syndicats ont participé. Tout à fait. Qu'est-ce qui ressort de ce forum? Alors, le forum avait pour objectif, c'est le premier forum concernant la fonction publique. Il était question, comme on a fait dans le secteur éducation avec les états généraux, il était question de faire un diagnostic des problèmes que rencontrent les agents publics et leur administration. Quels sont les mots qui minent effectivement la gestion de l'agent public? Les pesanteurs, la corruption, la gestion, les stages, la formation, le reclassement. C'est tous ces problèmes qui ont été mis sur la table. Et les collègues que nous avons mandatés ont effectivement émis des propositions concrètes quant à leur... Donnez-nous quelques exemples. Alors, nous avons dit par exemple, pour les avancements automatiques, ils doivent être automatiques. On ne doit plus recruter pour recruter. On doit recruter aujourd'hui par souci de besoin. Parce qu'aujourd'hui, les concours sont organisés sans que la fonction publique ne soit informée et sans qu'il y ait un véritable suivi où les besoins ne sont pas réellement exprimés par les administrations. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, par exemple, on doit dire nous avons besoin de tant de professeurs d'anglais, de tant de professeurs de ceci qu'on doit former cette année, et on lance en fonction des disponibilités de l'ENS, on lance un concours en fonction des places disponibles à l'ENS et le besoin exprimé par le ministère de l'Éducation nationale, et prévoir, lorsque les gens vont à l'ENS, prévoir déjà des postes budgétaires pour ces gens-là. Et la fonction publique aujourd'hui ne doit plus faire des recrutements directs. Parce que l'entrée à la fonction publique doit être conditionnée par un concours et une formation verticale dans une école de formation reconnue. Donc, voilà un peu des choses qui ont été dites, et dire que les agents publics doivent être formés, doivent être gérés en fonction de ce qui est prévu dans le statut général des fonctionnaires, notamment au niveau des affectations, au niveau des avancements et des classements. Donc, le sentiment personnel est faire en sorte que les agents publics soient mis dans des conditions qui leur permettent d'être efficaces et d'être performants. Monsieur Mvemesa, ça fait près de 10 ans, depuis l'arrivée du chef de l'État, que le gouvernement tente ou cherche à faire en sorte que l'administration publique devienne performante. Mais aujourd'hui, quels sont les écueils que vous, en tant que partenaires sociaux... Mais ce sont les gens, ce sont les responsables. Ils ne sont pas efficaces. Ils n'ont pas d'initiative. Ils ont peur de prendre des décisions. Parce que lorsque le chef d'État vous nomme, il vous cède une parcelle de son autorité dans un domaine bien précis. Et vous devez décider et rendre compte au chef d'État. Et c'est lui seul qui va vous juger. Donc, vous ne pouvez pas dire, je peux faire ça, il faut d'abord que je demande l'accord au président. Non, il vous a dit, restez là, faites ci, devenez ministre de l'Intérieur, devenez ministre de l'Éducation nationale, devenez ministre de la fonction publique. Donc, vous devez décider et lui rendre compte, même si c'est pas bien, même si c'est bien, vous vous rendez compte, mais il ne rend jamais compte. Il ne décide jamais, il ne prend jamais d'initiative.
Parce que tout va se limiter au niveau de oui, on va aller rendre compte, on va demander l'accord du président, on va demander l'appui, on va demander l'autorisation. Monsieur le commissaire, les ministres ou encore les personnes qui viennent dans les administrations ne sont que, on peut dire, des autorités politiques, mais les techniciens des départements, pourquoi ils n'arrivent pas à pousser à l'innovation, au changement? Mais si les techniciens préparent, les techniciens font des propositions concrètes, ils font des fiches au ministre. Mais il revient au ministre, à partir de la fiche, à partir des informations données par les collaborateurs, de décider en dernier ressort. Mais ce qui ne se fait pas, les ministres aujourd'hui sont trop politiques. Ils sont trop politiques. Ils pensent qu'en mettant des gants sur des problèmes qui sont réels, ils cherchent à être maintenus, in fine, dans le gouvernement le plus longtemps possible. C'est pourquoi ils n'aiment pas aller au fond des dossiers. Or, lorsque vous avez un dossier, même s'il est brûlant, vous êtes infusible du chef de l'État. Donc, vous brûlez, vous dites, moi je fais, vous assumez, même si les gens vous critiquent, mais vous avez déjà fait ce que vous devez faire pour le bien du pays. Voilà. Alors, ensuite, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a comme une incompréhension au discours des partenaires sociaux quand on vous écoute, qu'il s'agit de la CONACYCED, de Dynamique Unitaire, du Sénat, de l'USAP et consorts. Il y a un problème qui revient au Gabon. Tout le monde aujourd'hui réclame des élections professionnelles. Est-ce que c'est l'administration qui bloque ou vous-même vous êtes en situation où vous n'arrivez pas à vous organiser? Les syndicats, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Non, c'est pas... Personne ne bloque. Mais je dis tout le monde aussi bloque. Parce que, vous savez, c'est pourquoi on avait aimé le général Assel lorsqu'il était ministre du Travail à l'époque. Lui, il a fait une élection professionnelle, sans vous le dire. Parce que, je crois dans les années 2003, il avait appelé un jour, personne ne savait où il devait aller, il appelait chaque responsable individuellement. Il disait, bon, amenez-moi un peu vos fichiers, amenez-moi. Et il appelait, vous avez combien de l'USAP, Madame Bitouga à l'époque, vous avez combien d'adhérents de syndicats affiliés à l'USAP? Naïvement, chacun s'est mis à donner et réellement l'effectif qu'il avait et le nombre de syndicats qu'il avait. Il a fait comme ça. À l'époque, il y avait 15 confédérations syndicales. Et lorsqu'on a dépouillé effectivement ces informations-là, et le ministre Assel a appelé les gens à une réunion, un an plus tard, il a demandé à chacun, vous avez donné des informations, est-ce que les informations que vous avez données, c'était des informations réelles et avérées? Oui. Il a dépouillé, il a dit, alors la COSIGA, vous avez dit, vous êtes tant, vous confirmez? Oui. Madame Bito, vous avez dit tant, vous confirmez? Oui. Maintenant Yombo, vous êtes tant, vous confirmez? Chacun a confirmé. Et c'est comme ça que là, il a tracé, il a fait sortir la représentativité syndicale à cette époque-là. Bien, Madame Angélique Ngoma, lorsqu'elle est revenue ministre du Travail, a fait exactement la même chose. Nous avons déposé on a demandé à ce que chaque confédération syndicale ait déposé le fichier numérique avec les récépissés des organisations et les bureaux de chaque syndicat affilié. Nous l'avons fait et c'est comme ça que Madame Angélique Ngoma a fait un fichier de représentativité syndicale à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est la COSIGA, la CGCL, l'USAP et l'UTG qui sont des syndicats les plus représentatifs jusqu'à aujourd'hui. Bon, il se trouve que d'autres syndicats sont nés après. Effectivement, nous avons dit il faut refaire parce qu'on refait la représentativité chaque 3 ans. En France, c'est chaque 3 ans qu'on refait. Il a fallu qu'on refasse effectivement cette élection professionnelle, soit un sondage, soit une élection sur terrain. Donc il faut voir dans les modalités pratiques effectivement de l'organisation de cette élection-là qui pose problème aujourd'hui. Parce que les gens se disent, bon, dans le secteur public, on n'a pas de délégués du personnel, dans le secteur privé, on a des délégués du personnel, donc mais le chef de service, c'est pas au niveau du public, ça ne ressemble pas un peu à un délégué du personnel. Donc on n'a pas de délégué du personnel au public. Donc voilà un peu. Donc on cherche à avoir un organigramme qui soit conforme. Une manière pratique, effectivement, d'organiser ces élections-là. Ça aura lieu. Bon, les gens qui viennent dire que sur vos antennes, qu'ils sont les plus représentatifs, que les autres ne sont pas représentatifs. Bon, monsieur, ça peut être à la lumière des activités aussi sur le terrain. L'USAP, on ne vous voit jamais. Monsieur Yama, vous ne reconnaissez pas la capacité de parler au nom des syndicats. Vous voyez, monsieur Fridolin. Vous savez, moi, je n'indexe pas les gens. Je peux dire que c'est moi qui ai créé monsieur Yama. Parce que c'est moi qui ai créé... C'est pas abusé? Non, c'est pas abusé, puisque c'est moi qui ai créé Dynamique Unitaire à Gondje. Et j'avais associé monsieur Yama qui n'était pas à Libreville, il était à Franceville. Et c'est moi qui l'ai intégré dans la commission au niveau du dialogue à Gondje. Donc, c'est moi qui ai créé Dynamique Unitaire. Donc,
Ça là, on ne revient plus dessus. Je ne discute pas de dynamique unitaire. Je leur ai laissé dynamique unitaire. Mais qui vient dans la dynamique unitaire? Mais c'est tous les Gabonais. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Or, c'est quoi un syndicat? D'abord, un syndicat, c'est une association des professionnels dans un secteur qui défend les intérêts d'abord des travailleurs dans un secteur, dans un autre. Les intérêts, les conditions de vie et de travail. Ça, c'est la première définition d'un syndicat. Donc, ne peut être syndicaliste qu'un professionnel dans un domaine précis. Mais on voit nos collègues que lorsqu'ils convoquent les assemblées générales, qu'est-ce qu'ils disent dans le communiqué? On invite les citoyens gabonais, les travailleurs, les partis politiques, tout ce qui est pris de ceci, mais ce n'est pas ça, un syndicat. C'est un fourre-tout. Ce n'est plus un syndicat, ça devient, je ne peux même pas dire association, ça devient, je ne sais plus comment dénoncer, ce n'est pas un syndicat. Ça devient tout. Vous voulez dire que Dynamique Unitaire n'a plus de fonds aujourd'hui sur le plan syndical? Non. Oui, il s'agit juste de... Ils ont quand même... Parce que lorsque vous voulez, vous savez, on va aller... Ils font du maquillage? Non, élection professionnelle, on va y arriver. Parce qu'on va voir dans le secteur d'éducation qui est le plus représentatif. À l'éducation nationale, à la santé. On va aller secteur par secteur. On verra, parce que ce ne sera pas la maman qui vont marcher, qui viendra désigner dans le secteur d'éducation le syndicat représentatif. Donc, ce ne sera pas au niveau de la santé le chômeur qui est à la maison qui viendra voter. Non, ce sont des actifs. Vous voulez dire qu'ils font dans le nombre, Mais oui, maintenant, ils font dans le populisme. Mais nous, on n'est pas là parce que... Vous les accusez de connivence avec le monde politique. Attends, Bansley. Mais évidemment, puisque quand vous voyez leur assemblée générale, mais qui vient à leur assemblée générale? Mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Vous voyez les politiques au premier rang. Vous voyez les populations. C'est tout le monde qui vient. Tout le monde qui vient. Et même les non-syndiqués viennent. Donc, je dis, on regarde un syndicat lorsqu'on a, par exemple, dans le secteur de l'éducation, l'USAP est multisectoriel. Lorsque dans le privé, il y a une grève, par exemple, à Satoga, mais c'est l'USAP qui fait grève à Satoga. Quand on voit une grève au port, c'est le syndicat Tam Tam qui est au port, qui appartient à l'USAP, qui fait grève. Donc, c'est l'USAP qui fait grève à travers ses démembrements. Donc, l'USAP n'a pas besoin de faire grève, d'appeler tout le monde, non, puisque les problèmes peuvent se poser dans un secteur où son syndicat est là. Lorsque le Sénat fait grève dans le secteur de l'éducation, est-ce qu'on est obligé de dire l'USAP doit demander tout le monde, à tous les travailleurs de venir en grève? Non, ce sont ces syndicats qui sont affiliés, qui peuvent faire grève au nom de leur confédération. Monsieur Fridolin, est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement ce type de, je mets ça en griffe, ce type de conflit entre vous, donc Dynamique Unitaire, l'USAP, est-ce que c'est pas ce type de conflit-là qui du coup mettent le travailleur gabonais dans une situation où il se dit qu'au final il y a personne qui va véritablement prendre le temps de bien réfléchir ou de bien travailler pour la résolution de ces problèmes, parce que on a plus l'impression que quand on parle de syndicat au Gabon, c'est une lutte de leadership, de positionnement, de qui voit qui, de qui se met où, au lieu de la question en fait du travailleur. En fait, vous voyez, donc c'est quoi? Le syndicat est là pour travailler avec le partenaire. Vous voyez, le syndicat n'est pas né en Afrique. Bon, on dit le Gabon n'a pas encore de démocratie, le Gabon n'a pas ceci. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est un fait. Mais l'autre fait, c'est que le travailleur doit s'asseoir avec son employeur. Ça, c'est la règle minimale en matière de syndicat. Il faut un interlocuteur pour discuter. Voilà. Donc, il faut un interlocuteur. Vous ne pouvez pas dire, je demande ce qu'on m'augmente le salaire, mais quand on vous appelle, tu dis non, je ne viens pas. Et si on vous exclut? Bon, mais si vous exclut, on peut vous inviter, mais vous déclinez l'invitation. Vous pouvez décliner l'invitation. Puisque lorsqu'on vous invite, soit à la présidence, soit à on va demander non, Ali Bongo, je ne reconnais pas, c'est pas mon président. Par exemple. Mais si vous dites ça, mais qui va trouver les solutions à votre problème? Puisque aujourd'hui, même si on n'a pas voté Omar Bongo, même si vous n'aimez pas Ali Bongo, même si vous n'aimez pas Julien Korbe-Kalé, mais c'est lui le Premier ministre, c'est lui qui décide. Mais s'il vous appelle, vous avez la décence de répondre à son invitation pour lui exposer le problème auquel vous êtes confronté en tant que travailleur. Et c'est lui seul avec qui vous devez trouver les solutions. Mais si vous n'êtes pas là, quand il va décider en votre défaveur. Et s'il vous a exclu de la discussion? On n'a pas exclu. Vous vous rappelez, en 2015, lorsque nous avons fait le nouveau système de rémunération, quand on revenait d'Agonje, on avait, le ministre Ganaga, à l'époque, avait adressé une correspondance à tout le monde. Tout le monde avait reçu la correspondance. Mais lorsqu'on est parti en réunion à l'université à l'époque, parce que c'est là-bas où on tenait les réunions de les dynamiques unitaires.
Ils ont dit, on ne part pas. Ceux qui vont partir à l'élection avec Oganaga, donc ce sont des traîtres. Nous avons dit non, ce jour-là, non. Mais nous, si on décide à notre place, là, on va discuter le salaire. Si on n'est pas là, mais ils vont s'arranger à avoir des gros salaires, et nous, on aura un petit salaire. Nous, on est partis. L'USAP avait pris sa responsabilité. Nous avons dit, nous partons négocier nos salaires à la fonction publique. Ils ont dit qu'ils ne vont pas. Ils sont restés dehors. Mais ils ont même dit que rien ne sortira. Parce qu'à l'époque, M. Yam avait dit que si le nouveau système sort, il va couper la main. Il a dit dans les médias d'État. Aujourd'hui, lorsque son salaire est venu, il n'a pas rejeté son salaire. Puisque c'est moi, avec mes autres, avec les autres, qui avons négocié le nouveau système de rémunération aujourd'hui. Et tout le monde est content d'avoir des nouveaux salaires et des très bons salaires aujourd'hui. Monsieur Vemessa, on va revenir sur une question qui est d'actualité, la situation des élèves dans la rue. Vous ne parlez pas de ça en tant que syndicat. Ah ben si. Comment vous faites des réformes sans on appelle ça affilier les élèves, sans qu'ils comprennent le fond de la réforme? Voilà. En fait, ce qui pêche avec le gouvernement, c'est la communication. Vous voyez, lorsque vous avez une intention, il faut partager vos intentions avec les concernés et tous les acteurs. C'est là où le gouvernement pêche. Parce que cette réforme-là, ce n'est même pas une réforme en tant que telle. Ce sont des propositions des États généraux et de la task force. Mais il s'est trouvé que lorsque le ministre Menga arrive, a nommé un nouveau DGEC, le nouveau DGEC a voulu appliquer effectivement les résolutions, l'innovation. Mais ils ont péché par la communication. Parce que aujourd'hui, bon, il n'y a pas que le bac, parce que les gens parlent du bac, mais il y a aussi le CP. Le CEP. Le CEP parce que, et le BPC. Voilà, le BPC. Parce qu'au niveau de. Parce que pour aller plus. Bon, pour que les gens comprennent bien, au niveau du CEP, c'était quoi? C'était que l'enfant était évalué en étude de texte, en dictée, en rédaction, et EPS, la récitation, le chant. Voilà, le chant, tout. Donc, c'était introublable parce que dans l'épreuve d'étude texte, on trouve bien l'épreuve d'orthographe, l'épreuve de grammaire, l'épreuve de conjugaison, l'épreuve de vocabulaire, l'épreuve de dictée. Parce que la rédaction, c'est l'enfant écrit, c'est la dictée. Et nous avons proposé à ce qu'on supprime la dictée parce qu'on l'évalue dans la rédaction. Qu'on supprime l'EPS. Non, l'EPS, l'EPS, on ne s'est pas accordé dessus parce que l'EPS, c'est une autre discipline qui amène d'autres compétences. Je prends par exemple le calcul. Il y avait le calcul mental, il y avait le calcul mental et puis les questions de cours. Mais tout ça, ça participe à... C'est une seule preuve qu'on devait conserver, c'est le preuve de calcul, l'éveil. Bon. Donc, c'est tout ceci que nous avons dit, il faut supprimer parce que l'élève est jugé 2 fois. En étude texte, en dictée, ainsi, ça fait trop. Donc, il fallait garder que l'épreuve d'étude texte où on peut tout évaluer à l'intérieur. Donc, mais par contre, l'EPS devait rester parce que c'est un autre spécialiste qui vient évaluer le travail de l'enseignant. Parce que l'enseignant n'est pas lui-même spécialiste d'EPS. Il fallait détecter en ses enfants des capacités parce qu'on a prévu des filières d'orientation, des passerelles. Et lorsque l'enfant avait des potentiels en EPS, on l'orientait dans une entité à dédier pour effectivement faire de lui un athlète, un bon compétiteur. Donc, on avait les syndicats, on avait proposé à ce que l'EPS reste et que la récitation également reste. On pouvait éliminer les épreuves d'art, mais que le dessin reste. Mais vous étiez de la rencontre du ministre avec les syndicats au lycée national Léon Mba. Oui, mais on le lui a dit. Est-ce que c'était déjà dit qu'il devait commencer l'application? Non. Ou il est resté dans les intentions? Non, l'application avait été décidée par son prédécesseur. Très bien. Parce que l'arrêté avait été signé par le ministre Menga, avant que le ministre actuel n'arrive. Il a trouvé... Mugiama Daouzda, professeur Mugiama. Voilà, professeur Mugiama trouve l'arrêté déjà signé. Et nous, au lycée Mba, justement, on dit au ministre que non, il faut surseoir l'application parce qu'il y a des choses à revoir à l'intérieur, notamment on ne devait pas supprimer les pots d'EPS, on ne devait pas supprimer la récitation parce qu'on juge la diction de l'enfant, on juge la capacité de rétention de l'enfant, on juge la capacité de dire des mots de l'enfant. Donc on ne devait pas supprimer l'épreuve de récitation et l'épreuve d'EPS. Donc c'est ça que nous avons dit au ministre au lycée Mba de surseoir. Également au niveau du bac, cette fois-ci. Mais le bac, c'est quoi? Le bac aujourd'hui est dévoyé. Le bac devient un bac social. Or, nous avons dit au ministre que nous voulons que les élèves gabonais au premier tour réussissent plus. Que le second tour ne soit là que pour repêcher ceux qui n'ont pas bien compris, ceux qui ont... qui le méritent réellement. Voilà, qui le méritent, mais qui ont raté l'épreuve de justesse. Mais à partir de là, on doit s'appuyer, comme on le fait avec l'épreuve avec le concours d'entrée en 6e, avec le CEP,
on s'appuie sur les notes de classe. Parce que les notes de classe aujourd'hui doivent avoir un grand impact sur l'évaluation de l'élève. Parce qu'on ne doit pas se fier seulement à la note de l'examen. On doit dire, qu'est-ce que l'élève a fourni tout au long de l'année? Et là, on s'attaque indirectement au prépa-bac. Vous voyez? Donc, les élèves ne voient pas ça. Or, les gens qui vont s'adresser aux élèves disent le contraire de ce qui est prévu aux élèves pour leur dire, on est contre vous, on est ceci, on n'est pas contre les élèves. Donc ça voudrait dire que ce qu'on dit aujourd'hui, que les syndicats instrumentalisent les élèves, semble fondé. Ça semble fondé parce que si c'est le syndicat qui le dit. Mais nous, voilà un peu l'explication d'un syndicaliste enseignant, encadreur pédagogique que je donne. C'est une explication scientifique. Parce qu'aujourd'hui, les enfants des aides de classe, ils vont dans les prépas. Mais il n'y a pas de note de classe. Or, l'élève est en classe pour être évalué tout au long de l'année scolaire. Et ce sont ce capital-là qui doit servir de point de départ pour son évaluation au niveau du bac. L'élève peut avoir une fausse moyenne au niveau du bac. Mais on se dit, c'est un brillant élève qui est premier de sa classe. Mais peut-être le jour du bac, il a eu quelques difficultés. Par conséquent, il doit avoir parce que sa moyenne de classe lui permet effectivement d'aller en classe supérieure et d'avoir le diplôme. Voilà un peu. Et on s'attaque également à la fin aux évaluateurs. Vous savez autant que moi que certains professeurs disent, moi dans ma matière, je n'ai pas donné 15. Mais la note appartient pas au professeur. Là, on doit corriger en fonction d'une grille de correction. Parce que la note va de 1 à 20. Donc, certains, en philosophie notamment, les gens disent, moi je n'ai pas donné 15, parce que 15, vous avez donné combien? 15? Ah non. Maximum, c'est 14. Donc, vous ne pouvez pas limiter une note. La note va de 1 à 20. Donc, c'est tout ça que nous avons vu et demander à ce que le bac soit un diplôme qui doit être valorisé parce qu'aujourd'hui, le bac devient un bac social. Un bac, on le donne parce que, pour des raisons politiques, qu'on gonfle indéfiniment le pourcentage. Donc, pour me résumer, la réforme du bac aujourd'hui n'est pas au détriment des élèves. C'est pour permettre aux élèves de rester dans les classes. C'est pour lutter contre les prépa-bac. C'est pour lutter également contre l'évaluation de certains enseignants parce qu'ils ne savent pas évaluer. Et certains encadreurs qui disent de se limiter à certaines notes lorsqu'on corrige l'épreuve de baccalauréat. Très bien. Aujourd'hui, le Premier ministre a proposé une trêve sociale aux travailleurs. Vous, à l'USAP, qu'en pensez-vous? Alors, l'USAP a pris acte du vœu. 3 ans. Parce que ça, c'est du vœu. Il n'a pas dit, la trêve n'est pas encore entrée. Il a dit, je veux. Mais nous, on va lui dire, on veut ou on ne veut pas. Maintenant, puisqu'il a mis son idée, on dit, mais qu'est-ce que tu déposes sur la table pour nous convaincre d'aller de signer une trêve avec vous? Parce que la trêve veut dire, vous mettez entre guillemets les problèmes. En fait, vous n'allez plus vous bagarrer. Il n'y a plus de grève, il n'y a rien. Il n'y a plus de grève dedans. Donc vous travaillez. Mais nous, on lui dit, oui, on a écouté. Mais nous, ce que nous disons comme travailleurs, ce que l'USAP dit, c'est que le Premier ministre, oui, nous avons entendu, mais nous voulons, avant d'entrevoir une quelconque trêve, que vous nous lanciez un signal fort, notamment en décidant du dégel des carrières des agents. Nous voulons que nos carrières repartent. En fait, nos situations administratives, nos reclassements puissent être relancés. Nous voulons que les situations financières des fonctionnaires puissent être réglées pour vous faire confiance, pour essayer de réformer effectivement. Dernière question. Monsieur Fridolin, dans tout ça, je vous ai vraiment écouté de manière très attentive aujourd'hui et je me rends compte que ce que les syndicats ont en commun, c'est le combat qu'ils mènent auprès, bien sûr, de la tutelle, de sorte que les conditions de travail désolé de me répéter, des travailleurs soient améliorées. Cependant, Monsieur Fridolin, et c'est une question que je vais poser à tous les autres syndicats qui viendront ici. Est-ce que vous vous rendez compte aussi que vous avez une grande responsabilité vis-à-vis des travailleurs? Parce que les travailleurs sont toujours très prompts à crier à leurs droits. Moi, je dis ça en tant que travailleur. Mais tout le monde oublie quels sont leurs devoirs. Les travailleurs qui ne viennent pas au travail, ceux qui viennent en retard, ceux qui volent le matériel de leur lieu de travail, ceux qui vendent le matériel qu'on leur
leur donne. Il y a tellement de cas. Dans une relation, dans un contrat de travail entre un employeur et un employé, c'est pas dit que l'employeur a toujours raison. C'est vrai que c'est la personne que l'on protège, mais dedans, il faut aussi protéger l'employeur. Qui, dans tout ce qu'on est en train de dire là, il faudrait que notre pays garde les employeurs, auquel cas il y a du travail pour personne. La pauvreté qu'on espère éradiquer, elle augmente. Donc, quelle est la part parce que là, je vais dans l'émotion, là. Quelle est la part de la sensibilisation, de la formation que les syndicats apportent à leurs syndiqués? Alors, c'est tout ceci que nous avons essayé d'élucider, d'identifier lors du forum. Vous voyez, la responsabilité du travailleur, la responsabilité de l'employeur, les droits et les devoirs de chacun. Donc, l'employeur, le travail que je suis, j'ai des devoirs et j'ai également des droits. Donc, c'est lorsque nous essayons de voir la responsabilité de chacun, les règles deviennent de plus en plus claires. Parce que nous sommes régis par le statut général des fonctionnaires et par le code de déontologie. Bien, lorsque nous demandons d'abord à l'État, à nos employeurs, d'assainir le cadre de travail. Lorsqu'il est assaini, lorsque le travailleur a son bureau, lorsque le travailleur a son dispositif disponible, s'il arrive en retard, la sanction s'impose à lui. Parce qu'il ne trouve plus d'excuses. Il ne dira plus « je n'ai pas de bureau ». Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'au public, les gens sont paresseux. Qu'au public, les gens ne sont pas compétents. Or, j'aime le dire, les gens que vous trouvez au privé et les fonctionnaires sont sortis des mêmes écoles. Des mêmes écoles. Et peut-être que l'agent du public était même major de sa promotion. Malheureusement, on pense que Mosley qui est dans un lycée ou Fridolin Vemessa qui est dans une école de formation n'est pas compétent parce qu'il est toujours en retard ou il ne travaille pas. Il travaille qu'une fois par jour ou par semaine. Mais parce que lorsque Vemessa va à son lieu de travail, il n'a pas de bureau. Je végète dans les couloirs parce que mon chef de service ne m'attribue pas un bureau. Je n'ai même pas, dans mon bureau, si j'ai un bureau, je n'ai même pas d'ordinateur pour saisir un rapport. Je n'ai même pas de minimum qu'il faut d'encre. Donc, c'est ceci, alors que ce qui est contraire dans le privé. Donc, c'est ce cadre de travail-là que nous voulons d'abord assainir. Et lorsque le travail est assaini, on va dire à chaque fonctionnaire, voilà le minimum qu'il te faut. Maintenant, de mon côté, l'employeur dit maintenant que j'exige de toi des devoirs. Vous voyez? Donc, c'est un contrat. Donc, le travailleur ne fait pas exprès. Certains font exprès d'arriver à ne pas travailler. Il y a des paresseux partout. Et c'est eux qui crient au loup, justement. Voilà, il y a des paresseux partout. Il y a des mauvais enseignants, il y a des mauvais fonctionnaires. Ceux qui n'ont pas la conscience professionnelle, il y en a. Ceux qui sont, des voleurs. Il y a des corrompus. Il y en a partout. Même dans le privé, il y en a partout. Vous savez que l'homme est unique. Donc, tout le monde ne peut pas avoir le même comportement. Il y a des fonctionnaires consciencieux, il y a des fonctionnaires, vous rencontrez des fonctionnaires soulards qui viennent au travail sous. Donc ça, c'est des gens qui doivent subir des sanctions. Et c'est ce qu'on a dit, que l'autorité de l'État doit se réaffirmer lorsque les conditions de travail sont déjà disponibles pour les travailleurs. Merci. Je rappelle qu'on recevait M. Fridolin Vemessa ce matin, Mosley. Voilà, exactement. Secrétaire général du Sénat, syndicat de l'éducation nationale et président de l'USAP. Restez connectés sur les 104.5. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.